Je vous remercie pour cet accueil. C'est à la fois un plaisir et un honneur pour moi d'être ici. On a déjà eu, je crois, un autre rendez-vous raté. Et à la fois, votre introduction, vos mots d'accueil m'amènent tout de suite à faire un certain nombre de réflexions préalables à la présentation que je voulais faire. Premier élément, donc je suis effectivement élu en charge de l'urbanisme et de la transition écologique à Strasbourg depuis maintenant 11 ans. Et je travaille sur ces questions à la fois au niveau de la ville de Strasbourg, mais aussi au niveau national. Quelques remarques préalables. Le titre de votre rencontre, c'est sur les écoquartiers. La première question qu'il faut se poser, c'est en fait, ça sert à quoi? Pourquoi est-ce que sur une collectivité, sur une métropole, sur un endroit, nous souhaitons initier un écoquartier? Dans la démarche que je connais, il y a 3 éléments essentiels. Le premier, c'est que on part de loin, on part des questions de dérèglement climatique, et nous prenons, je pense vous aussi comme nous, de plus en plus conscience que ces questions, pendant longtemps, c'était ailleurs et demain, et aujourd'hui, c'est ici et maintenant. Et donc, comment, face à cette question, quand on voit sur Strasbourg, il y a des montagnes, il y a 50 km, des montagnes, c'est relatif à 1300 mètres, les stations de ski ferment depuis 10 ans, parce qu'il n'y a plus de neige. En Alsace, il y a du vin. En 25 ans, la date d'ouverture des vendanges a évolué d'1 mois. 1 mois. C'est-à-dire, aujourd'hui, les vendanges commencent au mois d'août. Quand j'étais jeune ou étudiant, c'était fin septembre, généralement. Le fleuve qui est à côté de Strasbourg, qui s'appelle le Rhin, en 5 ans, sa navigabilité a baissé de 20%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qui se transporte sur les bateaux, à terme, qu'est-ce qu'on va être obligé de faire? De les mettre sur les camions. Et on sait qu'en termes de climat, d'énergie, c'est pas génial. Donc, première raison. Deuxième raison sur pourquoi des écoquartiers, c'est qu'aujourd'hui, nous savons aussi que les accords internationaux, ça ne suffit plus. Il en faut, mais ça ne suffit pas. Et donc, c'est au niveau local qu'il faut transformer les choses. Et donc, c'est au niveau local qu'on peut mobiliser des citoyens, des collectivités, des entreprises, et qu'on peut engager cette dynamique par rapport au changement climatique. Donc il faut que nous ayons cette réflexion au niveau global et que l'action se mène localement. Et puis la troisième raison, c'est que très souvent, travaillant sur ces démarches depuis une dizaine d'années, et je pense que c'est le cas aussi chez vous, ces écoquartiers, c'est des lieux d'innovation, des lieux d'expérimentation, des lieux d'implication des citoyens, des lieux de transformation de nos manières de fabriquer, de fabriquer la ville. Et donc ces écoquartiers, c'est un des objectifs, en tout cas, que nous avons, doivent être des leviers de transformation de toute la ville et de toute l'agglomération. Parce que ça ne sert pas à grand-chose d'avoir un îlot de bonheur dans un monde de brut. C'est d'avoir un écoquartier tout beau, tout gentil, où tout se passe bien, quand le reste de l'agglomération continue à être, et vous avez parlé des questions de mobilité, frappé par un certain nombre de difficultés. Donc il y a bien ce rapport entre un quartier, une ville et une agglomération. Et puis peut-être, avant de commencer, là aussi quelques réflexions pour rebondir sur les propos qui ont été tenus. J'ai entendu parler de collectivité, de promoteurs et de marché. Alors c'est peut-être une culture très française, mais je pense que si on veut que l'intérêt général triomphe et si on veut que les citoyens s'y retrouvent, c'est les pouvoirs publics et les citoyens qui doivent déterminer l'orientation politique au sens noble du terme de ce qui s'est fait dans la ville. Comment je dois le dire diplomatiquement? Le marché et l'intérêt des citoyens, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Et donc, je pense qu'il faut absolument... Alors, c'est vrai que
dans beaucoup de pays, on dit la loi du marché va réussir à tout faire. Ça y est, je suis tellement bavard que c'est en train de partir. Ça y est, c'est pas en train de revenir. Donc, je pense que c'est extrêmement important que dans ce que vous allez faire, ce soit l'intérêt général. Et donc, la puissance publique ou l'intérêt public qui soit prédominant dans cette démarche-là. Je le vois depuis 10 ans à Strasbourg, j'espère qu'il n'y en a pas trop dans la salle, ce ne sont pas les promoteurs immobiliers qui doivent définir la règle. C'est la collectivité et les citoyens qui doivent définir ce que vous souhaitez faire, parce que l'intérêt d'aujourd'hui d'un certain nombre n'est pas l'intérêt collectif ni aujourd'hui, ni demain et après-demain. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais rappeler dans la démarche que vous engagez, donc de ne pas laisser faire le marché. Deuxième réflexion, c'est la question de la densité urbaine et de la compacité urbaine. Si nous voulons, à la fois sur les questions de présence des services publics, sur la question de trouver des espaces naturels, de permettre encore à l'agriculture de pouvoir se développer. Alors c'est vrai que nous ne sommes pas Strasbourg et la Chine dans les mêmes situations. Nous devons travailler sur les questions de compacité urbaine parce que c'est la meilleure manière de pouvoir avoir des transports, d'avoir des services publics à proximité, parce que quand on est obligé de faire 5 ou 10 ou 20 kilomètres, ce ne sont pas les transports collectifs qui pourront le faire, ce n'est pas les transports individuels qui pourront le faire, et c'est pareil au niveau des services publics. Et puis, dernière réflexion préalable, vous en avez parlé, c'est la question des transports collectifs, du tram et du fer. Aujourd'hui, dans toutes les villes, dans toutes les agglomérations où on veut retrouver de l'envie d'habiter dans la ville, où on veut retrouver des modes de déplacement qui fassent le moins de dégâts environnementaux possibles, c'est vrai que c'est le train, le tram, le bus, et donc la nécessité de construire une agglomération, une ville, ça doit se faire par des éléments structurants, et c'est vrai que c'est le tram, on le voit par expérience, il y a un tram sur Strasbourg depuis 20 ans, maintenant d'ailleurs qui traverse le Rhin pour aller en Allemagne, j'y reviendrai tout à l'heure. Voilà ce que je voulais dire rapidement en introduction, pour se dire ce qui est à la fois l'essence et le pourquoi des écoquartiers, puis aussi la manière dont, je pense, mais je n'ai peut-être pas raison, dont il faut mener l'action publique avec les citoyens et qui détermine l'intérêt général. Donc voilà, on va, après cette peut-être trop longue introduction, je vois que le maître du temps me regarde avec beaucoup de... en me jetant un regard. Bon, je vais pas... Ça y est, ça ne fonctionne déjà plus. Non, ça fonctionne même pas là. Le technicien va arriver là. Bon. Miguel? Changer le film. Pardon? Voilà, ça y est, c'est bon, c'est revenu. Donc, sur l'agglomération de Strasbourg, on a un certain nombre d'écoquartiers qu'on a engagés, et une grande partie de ces écoquartiers, j'y reviendrai tout à l'heure, ce sont aussi l'évolution d'un certain nombre de friches industrielles, de friches urbaines, le port autonome, donc l'arrivée de tout ce qui était les déplacements par bateau et le commerce, mais aussi l'activité industrielle, qui ont fait qu'aujourd'hui, on avance sur ces écoquartiers. Alors, quelles sont les raisons d'une telle démarche et quelles ont été les raisons en France d'une telle démarche? Ça y est, ça hésite. Voilà, c'est revenu. Il y a eu une première étape d'écoquartier. Alors moi, je l'ai sur mon écran, mais pas vous. Je regarde derrière l'écran pour savoir ce qui se passe. Miguel. Bon, on va retourner, ça revient. Voilà, ça y est, c'est revenu. Oui, en fait, il y a eu une première phase du travail des écoquartiers en France au début des années 90, parce que ces dynamiques se sont initiées à la fois dans un certain nombre de pays du nord de l'Europe, que ce soit en Allemagne, en Suède, on ne va pas y arriver,
pas y arriver. Oui, Miguel. Ah, il est en train d'essayer de le régler. Ils sont en train de régler oui, le problème. c'est ça. Juste pour changer toutes les filles. Oui, je vais quand même avancer pendant ce temps parce que le maître du temps est là. Donc c'est vrai qu'il y a eu, dans les années 90, alors que dans la vieille Europe, toute une série de villes subissaient à la fois une crise économique, qu'il y avait une transformation du tissu urbain parce qu'on a passé d'un certain nombre de villes qui étaient industrielles et où ce passé industriel était encore présent, mais qu'il y avait des mutations. Et donc c'est ces évolutions-là qui ont fait que dans un certain nombre de pays, et donc progressivement en France, il y a eu ces évolutions-là. Donc ça, c'est la première chose qui a fait sur le pourquoi des écoquartiers, parce que dans beaucoup de villes, zones industrielles, crise économique, crise industrielle et mutation urbaine, et donc comment on transforme ce tissu urbain. Deuxième élément, nous avons en France, alors c'est peut-être cette habitude réglementaire et l'habitude de l'intervention des pouvoirs publics, travailler tout de suite sur un label écoquartier. Pourquoi un label écoquartier? Parce qu'on s'était rendu compte que tout le monde, n'importe qui et n'importe où, utilisait ce terme-là peut-être pour vendre plus facilement les logements qui y étaient. Et donc nous avons souhaité lancer au niveau national un label pour pouvoir donner un minimum de garantie à un processus que nous avions engagé, mais peut-être aussi pour donner un minimum de garantie dans le débat public que nécessitaient ces écoquartiers, et puis peut-être aussi pour donner un minimum de garantie aux futurs habitants. Et donc, c'est pour cela qu'il a été créé ce label qui était un espèce de cadre d'accompagnement. Quel était l'intérêt de s'y engager? Il y a aujourd'hui, on y passera très rapidement après, à peu près 500 écoquartiers en France. Il y en a 7 sur l'agglomération strasbourgeoise. C'est d'avoir à la fois un socle partagé et reconnu qui était défini par les pouvoirs publics, et dans lequel l'ensemble des partenaires se reconnaissaient. Le deuxième élément, c'est qu'il nous semblait important qu'il fallait que les différents opérateurs qui travaillent sur une ville, des urbanistes, des élus, des aménageurs, des bailleurs sociaux, des architectes, etc., se retrouvent sur un processus identique. Et puis le dernier élément, c'était aussi un moyen pour, alors j'aime pas le terme armer les communes, mais pour permettre aux communes d'avoir les outils pour avoir ce cadre dans lequel s'engager cette démarche. Ce qu'il faut, je le disais avant, je dis, les écoquartiers, c'est un levier pour transformer toute la ville et pas seulement pour transformer le quartier sur lequel on travaille. Et donc c'est bien cette démarche d'irriguer l'ensemble de la ville sur les questions de mobilité, les questions de dynamique citoyenne, sur les questions de performance énergétique. Et donc c'est d'intégrer absolument ce projet d'écoquartier dans le tissu existant. C'est aussi pour une raison assez simple. Alors c'est vrai que, notamment à Strasbourg, les écoquartiers ne sont pas de la taille de celui que vous avez, sur lequel vous travaillez. C'est plutôt des écoquartiers où il y a une quinzaine d'hectares, trentaine d'hectares, avec 500, 600 ou 1000 logements. C'est également afin que ce qui se passe dans cet écoquartier n'ait pas d'effets collatéraux sur les quartiers à côté. Je vais donner un exemple. Dans tous les écoquartiers à Strasbourg, nous avons, je ne dis pas banni la voiture individuelle, je ne vais pas dire jusqu'à cela, mais l'ensemble des écoquartiers sont reliés par du transport collectif et le plus souvent le tram. Et donc nous avons fait un choix réglementaire qui a fait l'objet de beaucoup de débats et qui fait encore l'objet de débats, de réduire très fortement la place de la voiture. Et dans ces quartiers, il n'y a que 0,5 places de stationnement par logement.
et il y a 3 places de stationnement par logement pour les vélos. Donc on a complètement inversé la logique de mobilité dans ces quartiers, et c'est vrai que ça fait l'objet de beaucoup de débats. Ça fait l'objet de beaucoup de débats, d'abord parce que ça faisait un peu bizarre en disant c'est quoi la demi-voiture ? Comment on va faire quand on n'a pas de voiture? Pourquoi est-ce qu'on va obliger tout le monde à se mettre sur le vélo? Et c'est le débat avec les citoyens, avec les associations de cyclistes, avec les associations d'automobilistes qui ont permis progressivement à dire ben oui, diminuer la place de la voiture, c'est le bon sens pour tout le monde et c'est la qualité de vie pour le plus grand nombre, parce que ça permet de dégager des espaces publics plus importants quand on habite dans un quartier, ça permet d'avoir des flux de voitures moins importants, et puis ça permet aussi de réduire la pollution à Strasbourg, à Paris, à Francfort, comme dans d'autres villes européennes. La question de la qualité de l'air et donc la question de la santé publique, il faut la mettre en parallèle à la question de la place de la voiture et la question des flux automobiles dans nos agglomérations. En Europe, aujourd'hui, il y a 50 000 décès prématurés à cause de la pollution atmosphérique. Donc on ne peut pas se dire c'est un problème de santé publique et on ne le met pas en lien avec le pourquoi des choses. Donc pour rebondir sur les écoquartiers, c'est vrai que c'est le débat public, notamment sur la question de la mobilité et donc notamment sur la question de la place de la voiture, qui nous a permis d'avancer sur ces quartiers et qui surtout nous a permis d'avancer sur l'ensemble de la ville. Et puis, dernier élément, ces écoquartiers sont maintenant devenus des outils pour nous réinterroger sur la manière de fabriquer nos villes. On avait quand même, en tout cas je prends dans la vieille Europe, tout le développement urbain des années 60 et 70, qui à un moment se retrouvait dans une impasse, et le fait de retrouver, de réinventer, de s'interroger sur la manière de faire la ville, c'est un élément extrêmement important, et la démarche, elle est tout à fait rentrée dans ce cadre-là. Je vais rapidement vous présenter la démarche que nous menons au niveau national, donc en France, sur les écoquartiers. Donc, elle a 10 ans, 2008. Il y a un dossier, il y a des labels, et donc il y a aujourd'hui, je le disais avant, 600 écoquartiers au niveau national. Le label et donc les modalités de contractualisation, parce qu'il s'agit bien de contractualisation, ont changé en 2012 parce qu'il y a eu, je dirais, le renouveau de ce label. Et en 2019, nous sommes en train de faire le bilan de cette démarche globale au niveau national sur 10 ans. Et donc voilà, il y a cette démarche qui est au niveau national. L'intérêt d'avoir une démarche au niveau national, c'est pas de l'enfermer dans des carrés au niveau national, mais c'est de pouvoir à la fois échanger sur ce qui se passe dans les différentes villes, dans les différents quartiers, puis c'est aussi de s'enrichir pour faire avancer la problématique au niveau national dans ce domaine-là. Je pourrais en reparler cet après-midi. Il y a 4 étapes qui permettent je dirais, d'avancer. Par exemple, s'il y avait à Strasbourg un secteur comme la Chine, il y aurait dans un premier temps un engagement entre la commune et l'État qui est de dire nous souhaitons nous engager là-dedans. En contrepartie, il y a un certain nombre d'aides de l'État, mais c'est surtout des signes qui sont donnés, au niveau de la collectivité, des signes qui sont donnés auprès des habitants, des signes qui sont donnés auprès des urbanistes, des architectes, etc., qui est de dire on se lance dans cette démarche-là qui a une garantie d'un cadre national. Il y a un certain nombre d'engagements. De toute façon, je vous laisserai ces documents qui permettent de se dire on travaille aussi bien sur les questions
de biodiversité, de santé, de qualité de l'air intérieur, je dirais, il y a l'ensemble des questions climatiques, des questions énergétiques, d'énergie renouvelable, de gestion des déchets. C'est-à-dire que ce que nous avons dans cette démarche, c'est d'avoir autour de 20 éléments pivots ou piliers, ce qui pourrait ou ce qui devrait être, je dirais pas le rêve du quartier idéal, mais de qu'est-ce qui devrait être les éléments fondateurs d'un quartier durable, d'un quartier qui soit à la fois fait avec les habitants, mais qui soit aussi fait, dont on puisse être fier dans 10, dans 15 ou dans 20 ans, et que les personnes qui vont y habiter, je dirais, se retrouvent bien dans ces quartiers. Mais je crois qu'il y a des sujets qu'il ne faut pas oublier. Il y a 10 ans à Strasbourg, dans les quartiers, on parlait très peu de la question de la qualité de l'air. C'était un non-sujet. Parce que, je dirais, il y a eu à la fois l'avancée d'un certain nombre d'études, il y a aussi eu des mobilisations citoyennes en disant les questions de qualité de l'air, ça pose des questions de santé. Et donc, nous avons essayé de synthétiser autour de 20 engagements ce qui peut être la fondation de ce label écoquartier, donc 600 quartiers globalement. Comment s'engager concrètement dans cette démarche? La première étape, c'est la commune qui est le pilier et le point d'entrée essentiel. C'est vrai, quand je disais avant les pouvoirs publics, parce qu'on est aussi sur, quand je dis de la commande publique, sur la maîtrise publique par une commune de son territoire. Je crois que c'est vraiment de ça dont il s'agit. Ensuite, il faut effectivement s'entendre avec un certain nombre d'opérateurs et de partenaires. Il y a des aménageurs, il y a les urbanistes, et il y a aussi les promoteurs immobiliers, et donc avancer progressivement dans les différentes étapes. Donc ça, c'est le cadre national. J'ai ramené un certain nombre de documents, je pourrais vous en renvoyer un certain nombre d'autres pour voir comment vous pouvez les utiliser, mais comme le temps de parole est limité, je ne vais pas trop m'étendre sur la démarche, mais en tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est que les 10 ans pendant lesquels maintenant nous avons engagé cette démarche permettent aussi de dire qu'il y a des réussites, qu'il y a des avancées, qu'il y a eu des manquements, et puis qu'il y a aussi des échecs. Je crois qu'il faut qu'on soit élu ou autre, il faut aussi que quelque part, on tire les expériences de nos échecs et que nous n'ayons pas honte de nos échecs, parce que parfois, on se plante sur un certain nombre de choses. Vous savez, j'ai envie de dire, quand on rêve, quel que soit l'endroit où on soit, sur le quartier idéal ou sur la ville idéale, parfois l'utopie que l'on a, quand elle se réalise, on se dit on s'est peut-être un peu planté ou on s'est un peu gouré sur un certain nombre de choses. Donc je crois que c'est aussi le fait d'avoir un regard lucide de ce que nous avons fait il y a 3 ans, il y a 5 ans ou 10 ans, qui nous permet de dire un certain nombre de choses. Donc n'ayons pas peur de dire que de temps en temps, on a des échecs, où on fait des erreurs, parce que c'est les meilleures garanties de la réussite de tout le reste. J'en viens maintenant sur Strasbourg. Très rapidement, Strasbourg au bord du Rhin, et donc qui s'est développé depuis le Moyen-Âge. Et l'agglomération fait aujourd'hui 500 000 habitants. Et pendant quelques siècles, il y avait Strasbourg d'un côté, et l'ennemi héréditaire de l'autre côté. Le Rhin séparait les deux. Les guerres entre la France et l'Allemagne, ça a duré longtemps. Ça s'est terminé en 1945. Quand je suis arrivé, je disais tout à l'heure, un ancien Strasbourgeois qui est là, quand je suis arrivé à l'université à Strasbourg, pour faire les 3 kilomètres pour aller de l'autre côté du Rhin en Allemagne, il fallait un passeport. Aujourd'hui, parce qu'il y a un tram, un ticket de tram suffit pour passer la frontière. Et donc, mais le fait qu'il y a eu cette frontière, le Rhin, je dirais, a fait aussi que Strasbourg s'est longtemps développé sur 180 degrés. Et pendant 3 siècles, on a mis au bord du Rhin les déchets, les zones polluées, les industries qui faisaient du bruit et qui envoyaient beaucoup de saloperies en l'air, etc. Et depuis 30 ans, depuis 20 ans maintenant, Strasbourg se développe à 360 degrés parce que
la construction européenne, la fin des frontières intérieures à l'Europe, fait que la coopération, que des gens habitent à Strasbourg, travaillent en Allemagne, des personnes habitent en Allemagne et viennent travailler en France. Et donc, ce qui était pendant quelques siècles une frontière militaire, dans tous les sens du terme, ben aujourd'hui, c'est devenu un territoire intéressant. Et c'est sur cette partie du territoire qui, effectivement, a été le secteur industriel, le secteur où il y avait, je dirais effectivement, tout ce que l'on ne voulait pas, les déchets, etc. C'est sur ce secteur-là qu'aujourd'hui nous développons un certain nombre d'écoquartiers qui sont aussi des formes de reconquête urbaine. Et donc on a fait le choix, plutôt que de s'étendre sur l'ouest, qui sont des terres agricoles, qui sont des espaces naturels, qui sont des surfaces utilisées pour les plantations. Nous avons fait le choix de nous tourner vers l'Est et de travailler sur l'ensemble de ces friches urbaines. Et c'est donc aussi à partir de ces éléments d'écoquartier que cette démarche se fait. Bon, juste quelques photos ou images de Strasbourg, donc un secteur patrimonial extrêmement important avec un périmètre UNESCO, un deuxième qui a été fait, et donc aussi cette contrainte d'allier le patrimoine et la modernité, et donc comment à la fois, c'est une réflexion qu'on a souvent, comment ne pas faire une ville-musée, mais comment transformer une ville, effectivement, où il y a du patrimoine, avec tout le danger que nous avons dans beaucoup de villes aujourd'hui, que le tourisme se fasse aussi contre les habitants ou se fasse au détriment des habitants. Et donc, c'est aussi de trouver des équilibres. Bon, Strasbourg, c'est aussi une université, il y a une 50 milliers d'étudiants. C'est aussi le Parlement européen. Et c'est, comme chez vous, un port industriel, un port autonome, où il y a aujourd'hui encore beaucoup d'activités et qui est à la fois en mutation. Et sur ce port, nous sommes obligés, contraints, ce qui est normal, à trouver de l'articulation entre l'activité économique industrielle qui fonctionne encore et l'habitat, et où la cohabitation n'est pas toujours facile, parce que quand on construit, quand on met du logement à proximité d'un port au pétrole ou d'une activité industrielle, il faut aussi mesurer les risques et donc aussi trouver des modalités de cohabitation. Donc ça, c'est quelques éléments aussi, comme vous le voyez, sur par exemple, un des écoquartiers va se dérouler sur une ancienne zone, un ancien secteur pétrolier qui est au sud. Et donc, ça nous impose. Alors, c'est vrai qu'au début, les gens se disent, vous allez faire un écoquartier, là, ça va pas bien la tête. Et donc, on s'est dit, mais nous avons aussi comme responsabilité d'assumer notre passé et notre passif. C'est-à-dire, pendant un demi-siècle, nous avons pollué ce site. Enfin, nous, je dis l'industriel, mais il faut qu'on soit responsable collectivement. Et donc, nous avons fait le choix de faire au moins 2 écoquartiers sur des sites industriels pollués, ce qui nous imposait de faire pendant 5 ans un travail de dépollution permettant progressivement, avec différentes méthodes, à ce que des gens puissent venir habiter quand le site sera dépollué. Je crois que c'est aussi de notre responsabilité de pouvoir public de ne pas dire pendant un siècle ou pendant un demi-siècle on a pollué un certain nombre de territoires, maintenant basta, on s'en fiche. Je crois qu'on a aussi cette responsabilité et ça a fait l'objet là aussi de beaucoup de débats avec des habitants, avec des citoyens, avec des associations, qui était de dire quelles sont les exigences que nous avons sur la dépollution. La première exigence que tout le monde voulait avoir, c'était l'exigence de transparence, qui était de dire nous souhaitons que les études qui vont être menées, que les travaux qui vont être menés soient publics et qu'à un moment nous puissions en débattre dans une ville ou dans un quartier, qui était de dire oui, maintenant nous prenons la responsabilité que des habitants puissent habiter sur ce secteur-là. Je pense que là, avant 10 ans, il n'y aura pas d'habitants, mais le fait de faire le choix
de faire muter ce type de territoire nous semble tout à fait important. Encore peut-être quelques éléments sur la démarche strasbourgeoise. J'ai eu la chance d'être élu en 2008, et sur un des quartiers, qui est le quartier Danube, c'était une page blanche. Et sur cette page blanche, elle fait que 6 hectares, mais elle est à 500 mètres de la cathédrale, elle est à côté de la ligne de tram, elle est au bord de l'eau. Il y avait une ancienne usine à gaz, donc un peu polluée. Et donc pendant un an, nous avons mené un débat public sur ce quartier, qui est de dire qu'est-ce que nous souhaitons faire de ce quartier? Qu'est-ce qui va à la fois nous permettre d'y habiter et va aussi nous permettre d'avoir de la qualité de vie. Et donc pendant pas loin d'un an, quand je dis les gens se sont engueulés, on ne s'est pas engueulés, mais je dirais il y a eu la confrontation sur un certain nombre de choses avec 4 éléments sur lesquels la puissance publique, je dis bien, n'a pas, à fixer le cap. Le premier, c'est un quartier quand je dis de centre-ville, c'est pas l'extrême centre-ville, mais nous sommes à 1 kilomètre de la cathédrale, avec un tram, donc qui était le choix de la densité. Il n'était pas question de faire un quartier de maisons individuelles. C'était un quartier où sur les 7 hectares, il y aura 500 logements. Donc ça, c'était un premier choix politique qui a été de faire, qui est de dire si on veut faire... Donc c'était le choix de la densité. Deuxième choix que nous avons fait en tant que pouvoir public, c'était le choix d'un quartier ouvert au plus grand nombre. Et donc nous avons fait le choix d'avoir 40% de logements sociaux. C'était bien de dire un écoquartier, si c'est que pour les gens qui ont les moyens, il n'y a pas besoin d'intervention publique, hein, c'est pas pour ça. L'intervention publique, c'est de dire, si on veut faire un écoquartier, donc un quartier où il y a de la qualité de vie, il y a des performances environnementales, il y a de la qualité énergétique, il y a des espaces naturels, etc., ça doit être ouvert, ça doit être accessible au plus grand nombre, accessible à tous. Et donc, c'était le choix de dire 40% de logements sociaux minimum, et c'est un terrain sur lequel on a dit, il n'y a pas de discussion. Et le troisième élément, mais qui a été un peu plus chahuté, c'était de se dire, pas de voitures en surface. Les voitures, c'est soit dans des parkings enterrés ou qui montent, mais il n'y a pas de stationnement voiture sur le quartier. L'ensemble du quartier doit être dévolu. Alors les gens peuvent... S'ils veulent déménager, ils déménagent. S'ils veulent amener les courses, etc., c'est pas de se dire, mais que l'ensemble de l'espace public est dédié aux habitants, mais pas à la voiture des habitants. Et donc, ça a fait l'objet de beaucoup de discussions. Puis, in fine, les choses se sont régulées, et ce qui fait qu'aujourd'hui, et c'est ça aussi le débat public, où quand je dis la confrontation, oui, la confrontation entre les différents interlocuteurs, aujourd'hui, cet élément est accepté, même s'il y a encore des habitudes. Hein, et la contrepartie de cette place de la voiture, c'était 3 choses. C'était toiture végétalisée partout, c'était l'ensemble des espaces communs sont des espaces végétalisés. Deuxième élément, c'est donc 3 places de vélo par logement, 0,5 pour les voitures et 3 pour les vélos, et de mettre en place des places spécifiques pour les voitures partagées, donc pour le car sharing, et donc pour que les personnes, il y a comme des gens qui utilisent la voiture, hein, il ne faut pas se raconter l'histoire, on peut toujours dire il n'en faut plus, et donc c'est de se trouver un compromis, mais qui soit in fine bénéficiaire au niveau des habitants. Donc voilà, il y a eu ce travail pendant un an, et c'est à partir de ce travail, de ce débat, que le cadre réglementaire de l'écoquartier a été défini, et que la mise en œuvre a été confiée à un aménageur qui est une société d'économie mixte pour la mise en œuvre. Et donc c'est à partir de ce travail, il y a une dizaine d'années sur ce quartier Danube, que progressivement, il y a aujourd'hui 7 projets d'écoquartier qui sont dans des configurations complètement différentes. Il y a effectivement deux quartiers qui sont sur des friches industrielles, donc Danube
et est-ce qu'il est dessus? Non, on va y arriver. Le quartier qui s'appelle Brasserie, c'est une ancienne brasserie qui s'appelle Cronenbourg. Et donc ça, c'est sur des sites industriels. Les quartiers, les deux au nord, là, Saint-Michel, Smartdorf et Prairie du Canal, c'est de l'extension urbaine. Donc dès le début, il y a eu ce travail qui a été fait sur un quartier. Pour l'instant, il n'y a pas encore un seul immeuble, mais le cadre de l'écoquartier a été défini entre la collectivité et les habitants de la commune, pas ceux qui vont habiter le quartier, mais ceux qui habitent aux alentours. Et puis, dernier quartier qui s'est engagé dans la démarche, c'est le quartier de l'Elzo, qui est un quartier 95% d'habitat social des années 70, qui sont des passoires énergétiques, etc., etc., pour essayer de démontrer que les quartiers d'habitat social peuvent aussi s'engager dans cette démarche-là, et donc que les qualités environnementales soient aussi des choses ouvertes, quand je dis aux plus pauvres, aux gens qui sont dans des situations les plus précaires. Donc ça, c'est la diversité des quartiers qui ont été faits. Bon, juste quelques images, parce que les choses, beaucoup de quartiers, il y en a un seul qui a quasiment terminé. Et donc, il y a dans ces quartiers l'expérimentation de toute une série de choses qui ont été faites sur ces 10 ans, entre les jardins partagés, un certain nombre de terrasses, l'usage du bois dans la construction, la place des espaces naturels et de la gestion des espaces naturels. En bas à gauche, là, c'est une tour à énergie positive. Donc c'est aussi l'occasion d'initier, d'expérimenter toute une série de choses. Et je pense que c'est un travail sur la durée. Je prends l'exemple du quartier Danube qu'on a commencé en 2008. Il est aujourd'hui pas encore terminé sur la moitié. Donc, il faut bien se dire, prendre le temps au début du débat public et de savoir ce que nous voulons faire, puis après se dire, les choses viennent progressivement. Donc là, il y a quelques images des quartiers. C'est un quartier sur Oswald qui est à côté d'un espace naturel. Il y en a un autre quartier qui s'appelle les Vergers Saint-Michel, qui est un quartier où il n'y a rien, avec deux spécificités. Le petit papy qui est à droite, c'est un arboriculteur, et donc c'est aussi d'avoir tout de suite dans le quartier, de revenir sur un certain nombre de, je ne dis pas de culture ancestrale, mais il y avait des arboriculteurs, il y avait des vergers, etc. Et donc c'est de retravailler avec ceux qui ont le savoir-faire sur ces questions-là. Et puis l'image du milieu, c'est notre société coopérative d'autopartage qui s'appelle Cities sur ce quartier-là. Donc ça, c'est le quartier plutôt d'habitat social qui a une image un peu difficile, d'abord parce que c'est un quartier qui est un peu compliqué, il faut le dire, et c'est aussi un quartier où il y a un centre de détention, et très souvent, entre l'image du quartier et le nom du centre de détention, il y a parfois, je dirais, des images qui sont difficiles. C'est aussi pour ça que nous avons souhaité engager avec les habitants du quartier la démarche écoquartier sur le quartier de l'Elzo. C'est le quartier des Brasseries qui est quasiment terminé. Donc juste pour... j'arrive à la conclusion parce que je vois qu'il n'y a plus que quelques secondes ou quelques minutes. C'est effectivement de définir ensemble un socle de qualité commune et donc de l'adapter aux différents contextes. On ne fait pas la même chose dans un quartier proche du centre qui était une zone un secteur industriel sur une ancienne usine et quelque chose qui est en extension urbaine, mais il doit y avoir un socle commun. Le deuxième, c'est toujours de connecter le projet avec l'existant et donc avec tout ce qu'il y a autour pour qu'il y ait cette capillarité entre ce qui se fait dans le quartier et ce qui se fait ailleurs. Le troisième élément, c'est de tenir compte de la spécificité de chacun des territoires. Et puis le dernier élément, non, les deux derniers, le premier, c'est de reconstruire la ville sur la ville. Aujourd'hui, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais en tout cas, l'enjeu que nous avons dans nos villes et dans nos territoires en Europe, c'est pas de construire de nouveaux quartiers,
c'est comment on assure la mutation et la transition de l'existant sur la question de l'énergie, sur la question de la gestion des déchets, sur la question de l'accessibilité, sur le fait qu'il y avait des ascenseurs où il n'y avait pas d'ascenseur, et quand on a 70 ans, pour aller au 5e étage, entre ce que demande la qualité patrimoniale et ce que nécessite l'usage. Donc c'est toute cette question de comment on engage des territoires ou des quartiers déjà existants aujourd'hui sur la transition. Et puis le dernier enjeu, qui n'est pas toujours du plus facile, surtout quand on est élu, parce que quand on est élu, vous devez le savoir, on se fait souvent engueuler, hein, et on sert beaucoup à ça, mais c'est pas grave, on est aussi là pour ça. C'est aussi d'amener, de bousculer et d'expérimenter. Parce que si on continue à faire la même chose que ce que nous faisons depuis 40 ou 50 ans dans la manière de fabriquer nos villes, on va dans une impasse. Et donc, que les écoquartiers, ce qui se passe autour de ces démarches, servent aussi à nous bousculer, à bousculer l'ensemble des acteurs dans la ville. Je terminerai juste sur ces éléments-là, avec peut-être 3 éléments que je retiens sur cela. C'est la question de la nature en ville, et donc lié au réchauffement climatique, aux îlots de chaleur urbains, c'est-à-dire comment à la fois nous densifions la ville, comment nous transformons les villes et comment nous donnons envie de ville. Et l'envie de ville, ça se fait aussi par la végétation, par les espaces verts, par les espaces naturels. Et c'est aussi ça qui nous permet, quand il fait 40 degrés ou 45 degrés dans nos villes, je dirais d'être un peu à l'aise et de ne pas être obligé de faire ce qui se fait de plus en plus. En hiver, on a le chauffage, en été, on a la climatisation. On sait qu'en termes énergétiques, c'est une impasse. Et en termes de santé, c'est vraiment pas une bonne chose non plus. Et puis, effectivement, la question des mobilités et de la place de la voiture. Ce n'est pas seulement sur la question de la place de la voiture, mais comment... Parce qu'en termes énergétiques, parce qu'en termes de pollution de l'air, parce qu'en termes de santé publique, nous ne pouvons pas continuer sur notre modèle. Il ne faut pas se raconter l'histoire. Et donc, c'est comment on profite, on utilise la démarche des écoquartiers pour transformer aussi, pas seulement nos manières de se déplacer, mais j'ai bien entendu ce que vous disiez aussi, la manière dont les pouvoirs publics investissent les financements publics autour de quoi? Autour d'une autoroute ou autour d'un tram? Autour d'une nouvelle rocade en se disant ça va un peu décongestionner le reste? Ou autour d'un mode de déplacement collectif, autour de pistes cyclables, etc. Donc on est aussi sur un sujet éminemment politique, de choix politiques et de priorité de ce que nous voulons faire dans nos villes. Juste quelques articles de presse, parce que le débat public, c'est aussi ça. Très souvent, les questions de parking, c'est des débats, c'est un certain nombre de questions, et c'est sain. C'est-à-dire la démocratie, c'est aussi que ce que nous avons fait, même quand on l'a fait ensemble, à un moment, se confronte dans le débat public. Et puis, dernière diapositive, on a fait, il y a 3 semaines, un retour, une enquête auprès de 200 habitants d'un des écoquartiers qui est quasiment terminé pour se dire qu'est-ce qui va pas, à quel endroit, etc. Et le fait d'avoir fait ce travail, ça nous a à la fois amené à beaucoup d'humilité, et ça nous a surtout permis de se dire voilà ce qu'il faut réajuster, voilà ce qu'il ne faut pas faire, voilà ce qu'il ne faut plus faire, parce qu'in fine, si on fait des écoquartiers, c'est certes pour transformer la manière de fabriquer la ville, mais c'est aussi pour les habitants qui vont y être dans 1 an, dans 6 mois ou dans 5 ans. Et le fait d'avoir, au bout de... Celui-là, il est habité maintenant depuis 4 ans, de voir ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas, c'est aussi une manière, pas de dire on a eu raison ou on a eu tort, mais de se dire comment... entre les pouvoirs publics, les citoyens, les opérateurs, que parfois les envies que l'on avait ou ce que l'on sentait être bien, juste ou mal, mais ce qui nous semblait être aller le fil conducteur vers quelque chose, comment est-ce que ceux qui y habitent 3 ou 4 ans, comment est-ce qu'ils le ressentent? Ça me semble extrêmement important, parce que sinon on peut toujours tresser des choses sur la comète et on n'y arrivera pas. Le dernier mot que je voulais dire, je crois que la démarche des écoquartiers, c'est des démarches d'utopie réaliste.
C'est-à-dire quand on s'engage dans la démarche, ben, on fait tous, on a envie d'y mettre un peu notre utopie, de la manière dont on voudrait vivre, de la manière dont on voudrait que ça fonctionne, la manière dont on voudrait se déplacer, la manière dont on sentirait les espaces naturels, etc. Et après, ben, ce rêve ou cette utopie se confronte à la réalité. Mais ce qui est extrêmement important, et c'est le début, et c'est sur ça que je m'arrêterai, il faut au moins qu'au début, on se permette de projeter nos rêves sur ce quartier. C'est la meilleure manière, je dirais, que ceux qui vont y habiter dans quelques temps puissent avoir aussi envie de ville, désir d'être ensemble, parce qu'un quartier, c'est quoi? C'est aussi le fait d'être ensemble, d'être chez soi et d'être avec les autres. Et cette forme d'utopie réaliste, c'est peut-être aussi ça qui est l'essence de la ville et donc aussi l'essence des écoquartiers. Je vous remercie, même si j'étais un peu trop long.